Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au champ magnétique où je vous propose le cours plus 2 exercices. Alors nous commençons par la mise en évidence du champ magnétique et nous commencerons par le champ magnétique terrestre. Alors vous voyez ici une animation montrant une aiguille aimantée. Alors, en un lieu donné, une aiguille aimantée pouvant tourner dans un plan horizontal, comme celle d'une boussole, elle va s'orienter toujours dans la même direction et le même sens. Si on l'écarte de sa position d'équilibre, elle va osciller, mais elle finira par retourner à la même position. Donc si elle est écartée de sa position d'équilibre, elle reprend cette position, cette même orientation après quelques oscillations. Alors on dit que l'aiguille aimantée détecte un champ magnétique qui est ici le champ magnétique terrestre. Donc une aiguille aimantée détecte le champ magnétique terrestre. Alors si nous représentons la Terre par un cercle, nous avons le pôle nord géographique et le pôle sud géographique représenté par les lettres N et S, et l'aiguille aimantée va s'orienter vers le pôle nord magnétique, du pôle sud magnétique vers le pôle nord magnétique. Alors le pôle qui est orienté vers le pôle nord est appelé aussi pôle nord de l'aiguille aimantée. C'est généralement en rouge, généralement de couleur rouge. Donc, à l'aide d'une aiguille aimantée, nous avons mis en évidence l'existence du champ magnétique terrestre. Bien sûr, ceci est fait en absence de toute autre source potentielle de champ magnétique. Nous passons ensuite au champ magnétique d'un aimant. Alors, nous avons une aiguille aimantée. Si nous approchons un aimant, nous constatons que l'aiguille aimantée va s'orienter dans le sens de l'aimant droit. Nous avons ici un aimant droit. Donc l'orientation de l'aiguille aimantée dépend de sa position par rapport à l'aimant. C'est-à-dire que si nous changeons la position de l'aiguille aimantée par rapport à l'aimant, son orientation va changer. Un aimant est donc source aussi de champ magnétique. Et de la même manière, nous dirons qu'une aiguille aimantée permet de détecter un champ magnétique, qui est ici le champ magnétique créé par l'aimant. Et le pôle nord, comme vous le voyez là sur l'animation, sur le schéma de l'animation, le pôle nord de l'aiguille aimantée est attiré par le pôle sud de l'aimant. Une autre animation, nous avons un aimant. La partie colorée en rouge, c'est le pôle nord de l'aimant, et la partie colorée en bleu, c'est le pôle sud. Si j'approche un autre aimant, eh bien, ce qui se passe, c'est que les deux aimants vont s'attirer parce que on a
en face à face deux pôles de non différents. Nous avons un pôle sud et un pôle nord, donc il y a attraction. De la même manière, s'il y a un pôle nord avec un pôle nord, il y aura répulsion. Donc nous dirons que les pôles des aimants de même nom se repoussent. Nord-nord, il y a répulsion. Sud-sud, il y a répulsion. Tandis que les pôles de nom contraires s'attirent. C'est-à-dire un pôle nord et un pôle sud vont s'attirer. Bien sûr, je parle du pôle nord d'un aimant avec le pôle sud d'un autre aimant. Évidemment. Je ne parle pas des pôles d'un même aimant. Alors, une petite remarque et une question qui s'impose. Est-il possible, en cassant l'aimant, ou en brisant l'aimant, en le coupant en deux, est-ce qu'il est possible d'avoir le pôle nord d'un côté et le pôle sud de l'autre? Alors, pour répondre à cette question, je vous laisse regarder la vidéo suivante. Alors, il s'agit là d'un fil qui est placé sur un aimant droit, sur un aimant en U, pour le magnétiser. Donc, il joue maintenant le rôle d'un aimant. Vous voyez que en changeant sa position, l'aiguille aimantée change de direction. Et en inversant les pôles de ce fil qui est en fait un aimant, l'aiguille tourne et s'oriente dans le sens contraire. Donc ce pôle-là, c'est le pôle sud du fil. D'accord? On va le colorer en bleu. C'est le pôle sud. Et l'autre pôle, c'est le pôle nord. On va le colorer en rouge. Alors la question qui se pose, si on coupe ce fil en deux, est-ce qu'on va avoir d'un côté le pôle nord et de l'autre côté le pôle sud? C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Alors voilà, l'expérimentateur, il coupe ce fil en deux. Il éloigne une moitié, il va travailler avec une moitié. Voilà, nous avons là un pôle sud. Et vous constatez là que on a un pôle nord. Donc en coupant l'aimant en deux, on obtient deux aimants, chacun avec son pôle nord et son pôle sud. Voyons pour la deuxième partie. Voilà le pôle nord et voilà le pôle sud. Donc si nous coupons un aimant en deux, nous allons obtenir deux aimants, chacun avec deux pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Donc, cela veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas isoler un pôle magnétique en coupant un aimant en deux. Si on coupe un aimant en deux, on obtient deux aimants, chacun avec ses deux pôles nord et sud. Nous passons ensuite au champ magnétique créé par un courant. Et nous allons essayer de visualiser l'expérience d'Ørsted. C'est une expérience qui a été réalisée en 1819. En fait, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'Ørsted a constaté ce résultat-là sans vouloir y arriver au départ. Alors, regardons cette vidéo. Plaçons une aiguille aimantée sur un axe qui lui permet de pivoter pratiquement sans frottement. Elle s'oriente suivant la direction du champ magnétique terrestre.
Approchons parallèlement à l'aiguille un fil de cuivre conducteur. Si nous relions les deux extrémités du fil à un générateur, ici une pile de 4,5 volts, nous constatons que l'aiguille pivote sur son axe pour prendre, après quelques oscillations, la direction du champ résultant de l'addition vectorielle du champ magnétique terrestre et du champ créé par le courant traversant le fil de cuivre. Ce champ magnétique créé est orthogonal au fil de cuivre. Si nous ouvrons le circuit, l'aiguille revient à sa position initiale après quelques oscillations. Donc nous pouvons dire que le passage du courant électrique provoque la déviation de l'aiguille aimantée, ce que nous avons vu dans la vidéo. Et le passage de ce courant a donc créé un champ magnétique qui a été détecté par l'aiguille aimantée. Donc, en fin de compte, un fil électrique parcouru par un courant crée autour de lui, dans l'espace qui l'entoure, il crée un champ magnétique. Donc, nous avons vu trois sources de champs magnétiques. La Terre, qui crée le champ magnétique terrestre, un aimant qui crée un champ magnétique, et un courant électrique. Et le courant électrique, lui aussi, crée un champ magnétique. Alors, nous allons parler du vecteur champ magnétique et nous commençons par ses caractéristiques. Le champ magnétique, il est noté B, le vecteur B. Bon, il y a plusieurs champs, plusieurs vecteurs. Rappelez-vous, le vecteur champ électrostatique était noté E, le vecteur champ magnétique est noté B. Donc le champ magnétique qui règne en un point de l'espace, il est caractérisé par un vecteur B appelé dit vecteur champ magnétique, dont la direction c'est celle prise par une aiguille aimantée dont le centre est placé en ce point. Par exemple, dans nous avons ici un aimant et une aiguille aimantée. Eh bien, la direction du champ magnétique, c'est celle indiquée par l'aiguille. Et nous cherchons le champ magnétique en ce point. C'est le point où est placé le centre de l'aiguille aimantée. Donc, la direction, c'est celle-ci. Le sens, c'est du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille. Le champ B est représenté ici. Sa valeur se mesure avec un appareil qu'on appelle un teslamètre et son unité c'est le Tesla. Une remarque importante, c'est que la valeur d'un champ magnétique en un point dépend de la position de ce point par rapport à la source du champ magnétique. Comme la valeur d'un champ électrostatique, en un point dépend aussi de la position de ce point par rapport à la source de champ électrostatique. Dans ce paragraphe, nous allons donner quelques valeurs du vecteur champ magnétique à titre indicatif. Pour la Terre, c'est 5 10-5 Tesla. Mais cette valeur, bien sûr, dépend de la position du point où l'on se trouve sur la Terre. Ce n'est pas une valeur qui est valable en tout point. Pour un aimant en céramique, c'est 0,02. Pour un électroaimant, c'est tout simplement, par exemple, un noyau de fer doux entouré d'un fil qui est parcouru par un courant électrique.
Pour les bobines, pour un électroaimant, c'est de 1 à 5. Pour les bobines supraconductrices, ça peut aller de 10 jusqu'à 40 Tesla. C'est une valeur importante. Ici, nous allons parler des spectres magnétiques. Et nous commençons par le spectre magnétique d'un aimant droit. Alors, une petite expérience sur la vidéo suivante. Alors, on va utiliser de la limaille de fer. Voici un aimant droit sur lequel on place une plaque de verre transparent. On saupoudre la plaque de verre avec de la limaille de fer. Cela prend un petit peu de temps. Alors, on continue à saupoudrer avec la limaille de fer. Et à la fin, on tapote un petit peu la plaque de verre et vous voyez que les grains de la limaille de fer s'alignent suivant des lignes. Ce sont les lignes de champ. Ce sont les lignes de champ magnétique. Et vous voyez que ces lignes de champ joignent les pôles. Ils joignent le pôle nord et le pôle sud. Alors, les lignes de champ d'un aimant sont des lignes qui joignent ces pôles. Elles sont orientées du pôle nord vers le pôle sud, toujours selon le sens du vecteur champ magnétique. Et comme on avait vu pour le champ électrostatique, un vecteur champ est toujours tangent, en tout point il est tangent aux lignes de champ. En tout point de l'espace, le vecteur champ magnétique est tangent à une ligne de champ. Ces lignes de champ constituent ce qu'on appelle le spectre magnétique, tout simplement. L'ensemble de ces lignes de champ, c'est le spectre magnétique de l'aimant. Alors, nous pouvons schématiser ce spectre comme suit. Alors, vous avez ici un aimant, d'accord? Le pôle nord et le pôle sud. Les lignes de champ sont orientées toujours du pôle nord vers le pôle sud. Celle-ci aussi, du pôle nord vers le pôle sud. Celle-là aussi. Cette ligne-là, c'est une ligne qui est superposée à l'axe de l'aimant. C'est une ligne droite. Alors vous avez B comme ça. Et si je schématise B, vous allez avoir le vecteur B qui est dirigé vers le pôle sud. De la même manière. C'est comme si on disait que les lignes de champ sortaient du pôle nord de l'aimant pour rentrer dans le pôle sud. Nous allons passer ensuite au spectre magnétique d'un aimant en U. Alors nous allons voir une vidéo similaire à la vidéo précédente. Il s'agit de la limaille de fer d'un aimant en U avec ses pôles nord, le pôle nord et le pôle sud. Une plaque de verre que nous posons là-dessus et au-dessus de laquelle nous mettons une petite feuille sur laquelle est dessiné l'aimant. Alors nous saupoudrons la feuille avec de la limaille de fer. Alors vous constatez que les grains de la limaille de fer commencent à s'orienter d'une certaine manière pour montrer les lignes de champ.
Alors voilà ce que l'on obtient en fin de compte. Alors les lignes de champ, comme je l'ai dit dans le paragraphe précédent, sont orientées du pôle nord vers le pôle sud, selon le sens du vecteur champ magnétique. Mais il faut remarquer une chose importante, c'est que entre le pôle nord et le pôle sud, dans cette partie, c'est ce qu'on appelle l'entrefer de l'aimant, vous avez des lignes de champ qui sont parallèles. Les lignes de champ ici sont parallèles. Donc les lignes de champ sont parallèles. Cela veut dire que le vecteur champ, dans cette zone-là, le vecteur champ a la même direction, le même sens et la même valeur. Cela veut dire tout simplement qu'il s'agit, dans cette partie, toujours dans cette partie-là, qu'il s'agit d'un champ magnétique uniforme. C'est donc un champ magnétique uniforme. Alors nous représentons le spectre, nous schématisons le spectre magnétique d'un aimant en U de cette manière. Alors là, vous avez des lignes de champ parallèles. Donc un vecteur champ magnétique qui est uniforme. Et ailleurs, vous avez les lignes de champ qui partent du pôle nord vers le pôle sud. D'accord ? Et les lignes de champ ont le même sens, sont orientées de la même manière que le vecteur champ magnétique. Il y a un autre type d'aimant, c'est ce qu'on appelle un aimant torique, que nous trouvons surtout dans les haut-parleurs. C'est un aimant qui est de forme circulaire et nous avons ici le pôle nord et là le pôle sud qui l'entoure. Et bien ici les lignes de champ sont orientées comme ailleurs du pôle nord vers le pôle sud. Ils forment des rayons issus du pôle nord. Alors nous disons ici que les lignes de champ sont radiales. Disons que les lignes de champ sont radiales. Nous passons ensuite à la superposition de champs magnétiques. Alors nous avons deux aimants, d'accord? Bon, le pôle nord est indiqué, donc l'autre pôle c'est le pôle sud automatiquement. Et nous voulons connaître le champ magnétique en un point M. Donc le champ créé par cet aimant-là, puisque nous avons ici le pôle nord, c'est que le champ magnétique va être orienté de l'aimant vers l'extérieur, c'est-à-dire dans ce sens. Appelons ce champ-là B1. Ici, nous avons un pôle sud. Donc le champ magnétique va être orienté de ce point vers l'aimant. Et bien tout simplement, le champ magnétique résultant sera la somme vectorielle de ces deux champs. C'est-à-dire ce sera B1 plus B2, vecteur B1 plus vecteur B2. Donc en un point de l'espace où règne un champ magnétique, de manière générale, bon, le champ magnétique, le vecteur champ magnétique résultant, c'est tout simplement la somme vectorielle des différents vecteurs champ. Donc de manière générale, nous écrivons B, le vecteur champ magnétique résultant, c'est la somme des BI, B1 plus B2 plus Bn. Et nous terminons le cours par
l'inclinaison et la déclinaison du champ magnétique terrestre. Nous avons dans ce schéma deux plans. Ce premier plan, c'est le plan dirigé vers le pôle nord géographique. Ce deuxième plan, là, celui-là, c'est celui dirigé vers le pôle nord magnétique. Entre ces deux plans, il y a un vecteur, il y a un angle qu'on note l'angle D et qui est appelé déclinaison. D'autre part, si nous plaçons une aiguille aimantée pouvant tourner autour d'un axe horizontal, cette aiguille aimantée ne va pas être, lorsqu'elle va prendre sa position finale, elle ne va pas être horizontale. Elle va être inclinée par rapport à l'horizontale, ça c'est l'horizontale, elle va être inclinée d'un angle I, qu'on appelle inclinaison. Donc, cette aiguille-là, elle montre le sens, ou plutôt la direction et le sens du vecteur champ magnétique, BT, B terrestre, BT. À partir de là, nous pouvons dire que ce champ a deux composantes, une composante horizontale BH et une composante verticale BV. Et l'angle entre BH et BT, il est noté I. C'est le même angle qu'ici. Donc, comme indiqué par la figure, le champ magnétique terrestre BT n'est pas horizontal. Il est formé de deux composantes, une composante horizontale BH et une composante verticale BV. Bien sûr, nous avons la relation vectorielle BT égale BH plus BV. Alors, cette inclinaison du vecteur champ magnétique terrestre, ou cette inclinaison du champ magnétique terrestre, pour faire court, elle n'est pas la même dans les deux hémisphères de la Terre. Dans l'hémisphère nord, le vecteur champ est incliné vers le sol, tandis que dans l'hémisphère sud, il est incliné vers le ciel. Donc le schéma que nous donnons ici, dans cette figure-là, c'est le cas de l'hémisphère nord. C'est le cas de l'hémisphère nord. Alors l'angle d'inclinaison I entre BT et l'horizontale est tourné vers le sol dans l'hémisphère nord et vers le ciel dans l'hémisphère sud. D'autre part, la déclinaison magnétique D est en un point donné sur la surface de la Terre, c'est l'angle formé entre la direction du pôle nord géographique et le nord magnétique. Donc il s'agit donc d'un angle sur le plan horizontal du point d'observation. Alors si le champ magnétique terrestre est dirigé vers le nord, et si nous voulons remplacer le champ terrestre, modéliser plutôt la source du champ terrestre, la modéliser par un aimant droit, où devrait être le pôle nord de cet aimant droit? Vu que le champ magnétique terrestre, le vecteur champ magnétique terrestre est orienté du sud vers le nord. Eh bien, tout simplement, nous pouvons modéliser la source du champ magnétique terrestre, que je dis modéliser, la source du champ magnétique terrestre par un aimant droit dont le pôle nord est au sud et le pôle sud au nord. Parce que rappelons-nous que les lignes de champ, entre guillemets, partent du pôle nord vers le pôle sud. De la même manière, ici. Alors ceci termine le cours et nous allons tout de suite passer
aux exercices. Alors voici l'énoncé des exercices. Nous avons en fait deux exercices assez simples. Alors, voilà l'énoncé du premier exercice avec la figure correspondante et l'énoncé du deuxième exercice avec la figure correspondante. Alors, dans le premier exercice, on nous demande dans la première question de dessiner une aiguille aimantée. De dessiner une aiguille aimantée en chaque point MI de la figure en précisant la nature de cette point. Et dans la deuxième question, on nous demande de représenter le vecteur champ magnétique en chacun des points indiqués sur la figure. Dans le deuxième exercice, nous avons deux aimants. Aimant 1 et aimant 2. Nous avons une aiguille dont le centre O est placé sur l'axe de l'aimant 1. S'aligne sur cet axe, c'est-à-dire sur la droite D1, suivant le vecteur B1 de valeur 5 millitesla. On place l'aimant 2 comme montré sur la figure. L'aiguille tourne alors dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'un angle alpha égale 24 degrés. Première question, déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique B2 créé en haut par l'aimant 2, en déduire les pôles de l'aimant 2. Deuxième question, déterminer la norme du vecteur champ magnétique B résultant. Alors comme je le dis à chaque fois, vous arrêtez là et ne regardez pas la solution. Il faut auparavant avoir bien compris le cours, avoir réalisé une fiche résumée que vous avez à côté de vous. Et essayez de faire l'exercice. Essayez de faire l'exercice. Vous pouvez le faire sans regarder la solution. Ce n'est qu'après avoir fait que l'on compare avec la solution. Bon, pour ma part, je dois continuer. Donc, je vais passer à la résolution, à la solution des exercices. Alors, pour l'exercice 1, d'accord, nous allons commencer par le dessin des aiguilles aimantées. Nous savons que le champ magnétique, que les lignes de champ sont orientées du pôle nord vers le pôle sud. Donc ici, vous avez l'aiguille aimantée, puisque le champ magnétique, là, va être, la ligne de champ va être une droite. Ensuite, vous avez une ligne, l'aiguille aimantée comme ça, en ce point aussi, en ce point, et en ce point. Alors pour dessiner le vecteur champ magnétique, c'est très simple, c'est toujours du pôle sud de l'aiguille aimantée vers son sens, c'est du pôle sud de l'aiguille aimantée vers son pôle nord. Alors voilà le champ magnétique. Nous passons ensuite à l'exercice 2. Alors nous commençons par représenter le vecteur B1, puisqu'il s'agit, pour l'aimant 1, pour l'aimant 1, nous avons ici le pôle nord, donc le champ magnétique va être orienté de l'aimant vers l'extérieur. Donc c'est B1. Voilà, il est porté par la droite D1. Le vecteur champ magnétique créé en haut par l'aimant 2 va être porté par la droite D2. Alors, comme cela est donné dans l'énoncé, l'aiguille tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, d'un angle alpha.
Donc cela signifie nécessairement que le champ magnétique résultant B, il est situé dans le premier cadran, c'est-à-dire entre les deux droites D1 et D2. Alors si B est la somme vectorielle de B1 et de B2, B2 étant le champ créé par le deuxième aimant, par l'aimant 2. Cela signifie automatiquement que le vecteur B2 est orienté de l'aimant vers l'extérieur, puisque B égale B1 plus B2. Donc la seule possibilité, c'est que B2 ait ce sens-là. Alors on peut écrire, si là, cette valeur, c'est tout simplement B2, la mesure de B2. Alors nous pouvons écrire tangente alpha égale B2 sur B1. Nous en déduisons donc B2 égale B1 tangente alpha. L'application numérique nous donne B2 égale 2,2 millitesla. Nous pouvons donc donner les caractéristiques du vecteur champ créé, du vecteur champ magnétique créé par l'aimant 2. Alors elles sont les suivantes. L'origine c'est le point O, la direction c'est la droite des deux, le sens, voire la figure, il est indiqué sur la figure, et la norme c'est 2,2 millitesla. Alors si nous avons ici le champ magnétique, il est orienté dans ce sens. Ça veut dire tout simplement que ce pôle-là, c'est le pôle nord. Et l'autre, évidemment, c'est le pôle sud. Donc les pôles de l'aimant sont indiqués sur la figure. Nous passons à la suite. La deuxième question, on nous demande de déterminer la norme du vecteur champ magnétique B résultant. Alors, il est possible de calculer B à partir de trois relations. Il suffit de considérer ce triangle rectangle. Vous avez alpha, vous avez B1, vous avez B2. Vous pouvez trouver B. D'accord ? Alors, une première relation, c'est cosinus alpha égale B1 sur B. Donc, B égale B1 sur cosinus alpha. Une deuxième relation, le théorème de Pythagore, à savoir B carré égale B1 au carré plus B2 au carré. Donc, B, c'est la racine de B1 au carré plus B2 au carré. L'application numérique par l'une des deux méthodes nous donne 5,5 millitesla. Je n'ai pas donné la troisième relation. C'est à vous de la trouver. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un autre cours, pour une autre vidéo et un autre cours et d'autres exercices. Bon courage à tous.